Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. On se retrouve avec l'avant-dernier tome de l'éveil psychique, à savoir la guerre de l'araignée. Et je vous cache pas que j'attends beaucoup en fait de ce bouquin. Alors surtout en termes de fluff. Donc même si l'on n'est pas dans la vidéo fluff, je vais vous faire une vidéo à part pour le fluff. Mais je pense qu'on est sur la fin de l'éveil psychique. Donc c'est là où il y aura le plus de révélations. Je pense que ça va vraiment faire avancer les choses. En tout cas, je l'espère. Après, en termes de jeu, eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y aura Fabius Bill, les Custodes et puis la Death Guard. Alors on va commencer directement avec l'émission, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va bien avoir les deux factions du chaos qui vont venir s'opposer en fait dans ce fascicule. On voit un petit peu des petits assassins aussi, mais bon, restons-en là pour l'instant. Donc théâtre de guerre, agent hostile. Donc on vous propose de mettre de 2 à 6 unités d'officiaux assassinarium, donc c'est-à-dire les assassins, Calidus, Culexus, Eversor et Vindicar. Et en fait, ces unités vont agir contre vous, contre l'adversaire. Tout simplement, au déploiement, on met des pions objectifs. Donc si on n'a pas assez par la mission elle-même, eh bien on va en rajouter pour en avoir jusqu'à 6. Et puis on va désigner en fait des emplacements pour mettre les différents assassins. Et après, à la fin de chaque round de jeu, vous avez une phase propre qui est la phase des assassins. Et en fait, ils vont directement bouger vers le personnage le plus proche, ils vont l'attaquer si possible au tir et l'attaquer si possible en essayant de le charger. Voilà. Et donc c'est ces unités-là qui vont essayer de mettre le bazar en ciblant toujours prioritairement en fait les personnages. Après, vous avez des petites adaptations, hein, bien sûr, pour pouvoir les jouer. Je pense typiquement au Vindicar qui lui n'est pas obligé de bouger parce que comme c'est un sniper, s'il est obligé de bouger à chaque fois, c'est quand même pas terrible. La mission qu'on vous propose, c'est embuscade impitoyable. Donc tout simplement, on vous conseille plutôt de jouer beaucoup d'infanterie et pas trop d'aérodine ou pas trop d'unités titanesques, voire pas du tout. Donc les zones de déploiement, zone de l'attaquant, zone du défenseur. Donc tout simplement, ce qui va se passer, vous avez des renforts. Donc toute unité qui n'est pas mise, toute unité défenseur qui n'est pas mise sur la table au premier round va rentrer en réserve sur un 4+, au tour 2 et automatiquement au tour 3. Donc embuscade impitoyable. Au premier round de bataille, quand on résout une attaque d'armes de tir contre une unité de l'armée de l'attaquant entièrement à 1 pouce d'un élément de terrain, on soustrait 1 au jet de touche. En outre, au premier round, les figurines de l'armée du défenseur ne peuvent pas être placées ni finir un quelconque mouvement à plus de 12 pouces de la zone de déploiement du défenseur. Voilà. Et au fur et à mesure, la perte d'élan, donc c'est quelque chose qui va venir impacter en fait votre armée. Au troisième round de bataille, à chaque fois que vous faites un stratagème, chaque fois que l'attaquant veut utiliser un stratagème, il doit dépenser 1 point de commandement en plus pour l'activer, donc ça commence à faire très cher. Quatrième round de bataille et suivant, les figurines de l'armée de l'attaquant ne peuvent pas être affectées par les aptitudes d'aura des figurines amies. Donc là aussi, ça peut être vraiment embêtant. Et cinquième round, alors c'est encore pire, puisque tout se cumule en plus. Quand on résout une attaque d'une figurine de l'armée de l'attaquant, on soustrait 1 au jet de touche directement. Et donc après, les petites conditions de victoire, donc ça va durer que 5 tours. Sans merci à la fin de chaque round de bataille, un joueur marque 1 point de victoire si plus d'unités adverses que d'unités de sa propre armée ont été détruites à ce round. Donc là, c'est vraiment le nombre d'unités. Et sans répit, on va additionner en fait les pertes de chaque joueur. Et le joueur ayant le total le plus bas va marquer 1 point de victoire. Et enfin, pour compenser un petit peu, à la fin de la bataille, le défenseur marque 1 point de victoire s'il a au moins une unité de son armée sur le champ de bataille. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu asymétrique, mais bon, qui peut être aussi intéressant à jouer. Encore une fois, moi, je vous encourage toujours à jouer ces petites missions-là, qui permettent de changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, et puis qui donnent un petit peu un côté narratif comme ça aux choses. Ensuite, deuxième mission, acquisition hostile. Donc là aussi, on vous encourage à ne pas jouer d'aérodine ni d'unité titanesque. Donc le déploiement est un petit peu spécial. Donc le défenseur, qui va être ici, va d'abord placer ses unités de personnages entièrement dans sa zone de déploiement et à plus de 9 pouces de tout bord du champ de bataille. Les unités du personnage défenseur doivent être placées sur le champ de bataille, ne peuvent pas être placées ailleurs, donc pas de frappe ou quoi que ce soit. L'attaquant place ensuite complètement son armée et ensuite le défenseur vient compléter en fait son déploiement. L'attaquant a toujours le premier tour, et après vous avez une règle spéciale, c'est que si une unité personnage de l'armée du défenseur est détruite par une attaque
d'arme de mêlée, au lieu de retirer la figurine, on peut simplement l'utiliser comme un pion et en fait la capturer. Et si à la fin de la bataille, l'unité est encore capturée, parce que ce qui va se passer, c'est que si l'unité qu'il a capturée est détruite, tout simplement le personnage en fait est détruit, donc on oublie en fait son pion. Par contre, s'il est capturé, à la fin de la bataille, l'attaquant marque un point de victoire pour chaque personnage qu'il a capturé. Autre condition de victoire, ravitaillement vital, donc ça c'est pour les 2 joueurs. À la fin de chaque round de bataille, un joueur marque un point de victoire s'il contrôle plus de pions objectifs que son adversaire, sachant que vous voyez les pions objectifs, ils sont majoritairement dans le camp du défenseur. Et ensuite, tenez la ligne, à la fin de la bataille, le défenseur marque un point de victoire pour chaque pion objectif qu'il contrôle. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Et puis, ça vous encourage encore une fois à faire des batailles avec des personnages, avec vraiment une thématique et avec vraiment des défis. Et enfin, 3e mission, l'opposition inattendue. Ça, c'est assez sympathique parce que c'est une mission qui va vous proposer de jouer à 3 joueurs. Donc vous avez un attaquant, un défenseur et un assassin. Donc l'assassin va avoir à peu près la moitié en termes de points par rapport au défenseur. Et ces unités, en fait, vont pas être déployées directement. Donc sur le schéma ici, vous voyez qu'on va d'abord mettre le seigneur de guerre du défenseur, qui va être très précisément ici, au milieu de la table, au milieu de ce déploiement. Ensuite, il va y avoir un déploiement alterné entre le défenseur et l'attaquant, et une fois qu'ils ont terminé, après, les unités de l'assassin, donc il y a un différent séquençage dans le tour, il y a d'abord l'assassin qui joue, ensuite l'attaquant, et ensuite le défenseur, qui va jouer en dernier, ça c'est important. Et bien du coup, force d'assassinat, donc à la fin de la seconde phase de mouvement, et des suivantes, le joueur assassin peut jeter un D6 pour chaque unité, et sur un 4+, l'unité arrive sur le champ de bataille, n'importe où, par ce bord-là, à 6 pouces ou moins, et à 1 pouce de toute figurine ennemie. Échapper, ça c'est pour le défenseur, donc c'est qu'à partir du round 3 ou des suivants, cette figurine doit se trouver à 1 pouce ou moins du bord du champ de bataille de l'assassin. Si tel est le cas, la figurine du seigneur de guerre est retirée du champ de bataille et elle est considérée comme s'étant échappée. Et on notera que si le seigneur de guerre du défenseur n'a pas été détruit et ne s'est pas échappé à la fin de la bataille, la partie est une égalité. Donc ensuite, durée de la bataille, 5 tours, et puis simplement, vous gagnez en étant l'attaquant si vous tuez vous-même le seigneur de guerre, vous gagnez en étant l'assassin si vous tuez vous-même le seigneur de guerre, et le défenseur gagne si son seigneur de guerre s'est échappé à la fin de la bataille. Et tout autre cas en fait est globalement une égalité, mais c'est assez sympa parce que du coup vous pouvez jouer à 3, et des fois c'est vrai que ça peut être une bonne façon aussi d'initier en fait des nouveaux joueurs à Warhammer 40 000 par exemple. Donc 2 joueurs qui ont déjà pas mal de points, un troisième, un pote que vous venez de mettre à la V9 par exemple, imaginons. Et bien du coup vous lui dites bah tiens viens faire cette partie là, voilà, essaie de tuer mon seigneur de guerre, machin, il va te montrer comment on fait, et puis essaie de faire de ton mieux, ça peut être assez sympa. En plus, il y a des stratagèmes spécifiques pour chaque faction, donc une bonne pioche, je trouve, encore une fois. Donc on va commencer avec tout ce qui est serre de l'empereur, hein, donc c'est les sœurs du silence, les custodes. Donc voilà, les 10 000. Donc là, on est dans du très classique. Alors qu'est-ce qu'on va voir un petit peu en plus? Bon, tout ça, c'est du blabla classique, vous avez l'habitude, je passe. Alors, trait de seigneur de guerre, veilleur des scellés. Quand on résout une attaque d'une figurine personnage contre ce seigneur de guerre, on soustrait 1 au jet de touche. Et quand on résout une attaque de ce seigneur de guerre contre une unité personnage ennemi, on soustrait 1 au jet de sauvegarde. Sauvegarde invulnérable comprise. Donc voilà, ça peut être assez sympa justement pour aller chasser un petit peu comme ça les personnages. Et ensuite, une relique de Terra, oubliette de stase. Donc au début de la phase de combat, choisissez une unité personnage ennemi à 3 pouces ou moins d'une figurine avec cette relique, et jusqu'à la fin de cette phase, on divise par 2 la caractéristique d'attaque des figurines de l'unité ennemie, arrondie à l'entier supérieur. Et quand on résout une attaque d'une figurine gardien des ombres, ami contre l'unité ennemie, on relance les jets de blessure de 1. Voilà, donc ça fait un petit bonus aussi pour aller chasser. On vous explique un petit peu que les gardiens des ombres, c'est ceux qui sont en quête justement d'artefacts et de personnages. On va regarder les stratagèmes, donc pour un point de commandement, à n'importe quelle phase, quand une unité gardien des ombres de votre armée est choisie comme cible d'une attaque, jusqu'à la fin de cette phase, quand on résout une attaque contre l'unité, on soustrait 1 à la caractéristique de force de l'attaque. Donc voilà, on enlève un petit 1 par-ci, un autre par-là, ça peut se cumuler, ça peut être sympathique. Et puis comme on sait qu'on n'a pas beaucoup de figurines en Custodes, ça peut être plutôt vraiment intéressant. Alors vous voyez comme ça, vous allez avoir différentes chambres, je ne sais plus si c'est chambre le terme, mais enfin différents types de Custodes, donc les boucliers Aquila. Donc trait de seigneur de guerre, quand on résout une attaque contre ce seigneur de guerre, on divise par 2 les dégâts infligés, en arrondissant à l'entier supérieur, et ensuite le
Praesidius, donc figurine avec bouclier Storm seulement. Quand on résout une attaque contre une figurine avec cette relique, on soustrait 1 au jet de blessure. Donc là, on est vraiment dans du très défensif. Je ne vais pas vous lire tous les stratagèmes, parce que ça ferait beaucoup. Puis de toute façon, vous les voyez, on va faire un petit peu à chaque fois le trait de seigneur de guerre et puis la relique. Alors, pour l'host effroyable, quand on résout une attaque d'arme de mêlée d'une figurine d'une unité host effroyable à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre, un jet touche non modifié de 6 pouces, une touche supplémentaire. Ça peut être pas mal. Et ensuite, la relique, donc figurine avec hache de Castellan seulement. Donc du coup, en mode tir 24, tir rapide 1, force 4, PA-1, dommage 2, ou en mêlée, force plus 3, PA-3 et dommage 3 direct. Pour la garde solaire, le coup de serre, donc au début de votre phase de mouvement, ajoutez 1 à la caractéristique de mouvement de toutes les unités garde solaire amies à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre jusqu'à la fin de cette phase. Tant que leur unité est à 6 pouces ou moins de seigneur de guerre, les figurines des unités garde solaire amies qui ont avancé peuvent tirer avec des armes à tir rapide à la phase de tir qui suit, mais on soustrait alors 1 au jet de touche de ces attaques. Ça peut être pas mal si vous avez vraiment envie de bouger. Ensuite, la serre de l'Est argent, figurine avec lance de gardien seulement. Une figurine avec cette relique peut tirer et charger à un tour où elle a avancé ou battu en retraite. Donc ça, c'est déjà pas mal, rien que ça, c'est fort. Cette relique de TA remplace une lance de gardien, et avec le profil 24, assaut 4, force 4, PA-1, dommage 2, voilà, ou en mêlée, plus 1 en force, moins 3 et D3, voilà. Donc on compense en fait un petit peu, là c'est plus fort, on est un peu plus sûr de faire des dommages. Par contre là on a la capacité de charger après avoir fait une advance, ou battu en retraite même, ça c'est assez fort, vous vous désengagez, vous revenez. Donc voilà, plutôt pas mal. Et ensuite, émissaire Imperatus, donc tant qu'elles sont à 9 pouces ou moins de seigneur de guerre, les unités Imperium amis peuvent utiliser sa caractéristique de commandement, et on ajoute 3 à la portée des aptitudes d'aura de ce seigneur de guerre. Et Vexilla Dominatus, figurine avec Vexilla seulement, voilà. Vexilla Dominatus, on peut relancer les tests de morale ratés pour les unités infanterie et motards Imperium, amis tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une figurine avec cette relique, et tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une figurine avec cette relique, les figurines émissaires Imperatus amis comptent comme 3 figurines pour déterminer le contrôle d'un pion objectif. Voilà. Alors je vous ai sélectionné l'alchimie génétique pour 2 points de commandement, donc c'est sur les unités n'étant pas un véhicule. Alors elle est choisie comme cible d'attaque jusqu'à la fin de cette phase. Quand on résout une attaque contre l'unité, un jet de blessure non modifié de 1-3 est toujours un échec, sans tenir compte des aptitudes de l'arme ou de la figurine qui effectue l'attaque. Je trouve ça pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a qui est assez emblématique? J'aime bien aussi l'auramite et adamantium, donc c'est pour les Terminators de l'Adeptus Custodes, pour 1 point de commandement. Les pénétration d'armure -1 ou -2 est résolu comme étant 0. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ça évite que vos Terminators en fait se fassent surcharger de petits tirs suppressifs. Là directement ils auront quand même leur bonne sauvegarde. Donc ça j'avoue que c'est plutôt sympathique. Et puis après pour finir on a le 10 000 héros, tout simplement pour 1 point de commandement. Vous pouvez choisir un autre personnage n'étant pas votre seigneur de guerre et il va gagner un autre trait de seigneur de guerre. Ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Donc peut-être que ça va être quelque chose qui va être mis un petit peu plus en avant. On s'oriente encore vers de plus en plus de personnages qui font le café, et c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que Warhammer 40 000 ça devient de plus en plus un jeu où les troupes ont de moins en moins d'importance. On verra, hein, je pense peut-être qu'il va falloir jouer pas mal avant d'en être sûr, mais c'est vrai que j'ai ce sentiment-là, et justement le fait de rajouter encore un autre trait de seigneur de guerre qui bien sûr va pouvoir donner des auras, etc., met vraiment en avant le côté personnage. Et là encore une fois on a ce bonus capitaine commandement pour 1 point de commandement. Donc utilisez stratagème avant la bataille, choisissez une figurine Shield Captain de votre armée n'étant pas un personnage nommé, choisissez un trait de capitaine commandant de la liste ci-contre, et vous pouvez utiliser le stratagème 1 fois par bataille. Donc là je vous laisse lire un petit peu tout ce qu'on a. Moi qu'est-ce que j'ai retenu? Alors il y a quand même pas mal de choses, hein. Donc quand vous résolvez une attaque de cette figurine sur un jet de blessure non modifié de 6, doublez la caractéristique de dégâts. Donc ça peut être fort, hein. Si vous êtes en 3 dommages, ça fait du 6 dommages carrément. Redoutable jusqu'à la mort aussi, ça c'est assez rigolo. Pour chaque point de vie que cette figurine a perdu, augmentez de 1 sa caractéristique d'attaque. Alors c'est jusqu'à un maximum de 3 attaques additionnelles, mais ça peut vous faire quand même 3 attaques en plus. Maître de mêlée aussi c'est pas mal, tant que cette figurine est à 1 pouce ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies ayant 6 figurines ou plus, augmentez de 2 sa caractéristique d'attaque. Voilà, ajouter 3 aux portées d'aura, voilà, pas mal de petites choses comme ça pour modifier les choses. Et puis
on va directement passer sur les sorts du silence. Donc j'avoue que j'aurais bien aimé un petit peu plus peut-être d'illustration, parce que là je trouve qu'on est vraiment en mode bloc texte un petit peu. Donc on va regarder un petit peu les sorts du silence. Donc vous avez les valeurs en points juste ici, voilà. Après vous avez toujours la règle abomination psychique, donc cette unité ne peut pas être ciblée ni affectée par les pouvoirs psychiques, hein, amis ou ennemis, et quand un test psychique ou pour abjurer le sorcier est effectué pour une figurine ennemie, par contre, soustrayez 1 au total pour chaque unité de votre armée ayant cette aptitude à 18 pouces au moins de la figurine, jusqu'à un malus de -4. Voilà. Et puis ensuite, bon bah voilà, on va avoir les stats. Je ne vais pas les commenter plus que ça. On va passer un petit peu, parce qu'après c'est vrai que ce qui vous intéresse, je l'imagine un peu plus aussi, ça va être Fabius Bill, tout ce qu'il peut apporter en fait en termes de jeu. Juste avant, on vous remet de l'agent impériaux, hein, des assassins. Hein, donc si vous ne saviez pas, les assassins, voilà, achetez des assassins, donc on retrouve la force d'exécution. Donc vous avez un petit peu de fluff, vous avez encore les règles, vous avez les coups en points, et puis à chaque fois les stats. Alors je vous le dis, je ne vais pas aller vérifier tout ce qui peut changer, s'il y a un petit point qui a changé par-ci par-là. Je vous laisse regarder par vous-même, comme ça vous pouvez apprécier. Cette Kelidus ici, l'amifère, je préfère vraiment les versions d'avant, elle est un petit peu trop, c'est la natte en fait, la grosse natte, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après par contre là voilà, l'Eversor, superbe figurine, là la peinture en plus le met vraiment en avant. Vous en profitez pour regarder votre assassin préféré. Je pense que le Culexus il peut faire le taf aussi. Hein. Donc on a les stratagèmes officiaux Assassinorium. Alors ce qu'on peut remarquer qui est assez amusant, c'est la menace prioritaire neutralisée pour 0 point de commandement. Donc utilisez stratagème à n'importe quelle phase quand une figurine personnage d'une unité ennemie est détruite par une figurine d'assassin. Vous gagnez 1 point de commandement ou 2 points de commandement si le personnage était le seigneur de guerre. Et on ne peut utiliser stratagème qu'une seule fois pour chaque figurine de personnage ennemi détruit. Mais c'est plutôt pas mal, puisque comme il consomme même des points de commandement, et bien du coup c'est normal qu'il se rentabilise en fait en termes de points de commandement. Je trouve cette mécanique vraiment assez intéressante. Après, la petite question que je me pose, c'est est-ce que du coup ça peut se cumuler avec des capacités qui disent que quand vous dépensez des points de commandement pour un stratagème, même si 0 au final, est-ce que c'est vraiment dépensé? Je sais pas, on peut dire que oui quand même, c'est un coût, le coût est de 0. Est-ce que du coup on peut le récupérer, il y a des strats hein, comme ça, sur un 5+, on récupère un point de commandement? Peut-être. Alors ensuite, on retourne un petit peu une petite vague de pestilence avec justement la Death Guard, hein, qui était l'un des premiers, c'était pas le petit, c'était même le premier codex sorti en V8. Donc voilà, on va refaire un petit peu le point. Assaut haineux, donc cette unité a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou accompli une intervention héroïque, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque. C'est quand même pas mal. Bon, bien sûr, les systèmes des armes à bolt. Voilà, ensuite les petites reliques. Donc encore une fois, je vous laisse regarder un peu plus en détail. Au final, je me dis que je ne vais pas forcément aller vers ce qui vous plaît, donc je préfère que vous regardiez, regardez vous-même. Et puis, on va par contre faire toujours comme à l'accoutumée, le petite sélection des stratagèmes. Hein, c'est mon petit passage sympa. Je fais un petit peu le menu, je pense qu'il me fait plaisir. Alors, on retrouve à nouveau Pestelu, donc c'est vous choisissez un personnage qui n'est pas au seigneur de guerre et il va gagner des traits de seigneur de guerre. Donc je vous le dis, hein, ça on va le voir partout. Alors je serais pas étonné que vraiment on l'ait vraiment à chaque fois maintenant dans chaque codex, histoire de multiplier un petit peu de faire. Alors peut-être que ça va dans l'idée de justement éviter que tout soit centralisé autour d'un personnage qui va avoir une aura, mais plutôt d'avoir plusieurs pools d'aura, histoire de diviser un petit peu les choses. Après, quelque chose qui peut être vraiment relou, fécondité putride, pour 2 points de commandement ou 3 points de commandement si l'unité contient 10 figurines, ou enfin plus de 10 figurines, du coup vous ajoutez 1 au jet d'affreusement résistance, ça peut être déjà que c'est un petit peu agaçant, donc en plus on augmente un peu les stats, ça peut vraiment être embêtant. Et après si vous aimez le Full Blight Spawn, qui est une figurine très jolie et très forte, et bien on peut le fiabiliser, donc vous allez jeter 2 dés pour savoir le nombre de touches, vous allez garder uniquement le meilleur, et pareil pour la force de l'arme, vous jetez 2 dés et vous gardez le meilleur. Donc là ça fait déjà pas mal de stratagèmes, mais en fait vous en avez encore toute une page à côté, ce qui fait que c'est là ce que je reproche à cette fin de V8 et puis avec cette V9 tout simplement, c'est que vous allez avoir ce bouquin pour avoir vos stratagèmes, parce que de toute façon ils n'existent pas en carte, donc il faut que vous les imprimez vous-même, ou les découper, ou quoi que ce soit, ou si vous êtes à l'ancienne, bah, du coup vous avez votre bouquin, vous avez votre bouquin Death Guard, vous avez ce bouquin là, si peut-être vous faites une mission particulière, vous pouvez avoir d'autres stratagèmes encore à côté, donc ça fait toujours un peu trop de bouquins à utiliser, hein. Et donc Compagnie de la Peste, là aussi c'est ce qu'on retrouve, c'est des sortes de sous-cultures au sein
sein de votre armée de Death Guard. Donc voilà, vous allez avoir toujours un trait, une relique en plus et des stratagèmes qui lui sont affiliés et qui sont en rapport avec la thématique justement de la compagnie. Voilà, donc la première compagnie, la deuxième compagnie, c'est pareil, je vous laisse regarder un petit peu en détail. Voilà, en tout cas, la mise en page est vraiment très réussie, je trouve, là, justement, avec les illustrations. C'est ce que je reprochais un petit peu tout à l'heure avec les Sorts du Silence. Là, on a vraiment pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à faire pause. Vous regardez ce qui vous plaît. Hop. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Donc, la Pestissime, la 5e compagnie. Voilà, les Passeurs. Toujours de très belles illustrations et qui permettent aussi de s'y retrouver assez vite hein, quand on cherche vraiment une information. Et puis bien sûr, la 7e compagnie, les élus de Mortarion. Alors comme c'est les élus, on va regarder. Donc quand on résout une attaque d'armes de mêlée contre ce seigneur de guerre, on soustrait 1 au jet de touche. Et quand une unité ennemie, à l'exclusion des unités avec le mot vol, à 1 pouce ou moins de ce seigneur de guerre, bat en retraite, jetez 1 des 6 sur un 2+. L'unité subit D3 blessures mortelles. Ça peut être pas mal. Et puis je pense que ça va vraiment avoir un impact assez grand, surtout avec le stratagème hein, que vous avez vu en V9, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ici, là, la petite vidéo qui fait le point sur la V9. Il y a un stratagème qui, moi, me paraît vraiment très très important sur l'avenir en fait de la V9 pour l'instant, de ce qu'on en sait. Ensuite, Vomitrix, toujours un nom très sympa. Donc, portée 9, assaut 7, force 7, PA-3 et dommage 2. Et c'est une arme de la peste. Et quand on résout une attaque de cette arme, on ne fait pas de jet pour touche. Elle cause automatiquement une touche. Voilà. Donc, franchement, très bien. Ouais. Portée 9, assaut 7, 7 touches automatiques, force 7, PA-3, dommage 2. Je pense qu'on en a envie. Puis après, ce qui peut être amusant aussi, c'est le générateur de nom de la Death Guard. Je pense que si vous n'avez pas fait d'allemand, je pense que ça peut ressembler à de l'allemand. Hein. Ou alors une chanson de Rammstein. Olga, Evgen, Sopolot, Vulgar, Kismis, Anflax, Putus, Drake, Pestra, Usgul. Bien sûr, vous mettez la petite musique qui va bien, mais c'est très guttural, ce qui va très bien justement avec toute la faction de Nurgle, bien sûr. Et enfin, moi, ce que j'attendais le plus, c'est Agent de Bill. Donc là, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors après, vous voyez, déjà, première chose, on sent qu'il y a très très peu de pages. Là, on a 3 petites pages, 4 petites pages, on va regarder. Mais j'ai cru à un moment donné qu'on allait avoir vraiment quelque chose de vraiment très développé, avec beaucoup de choses. Et au final, c'est un petit peu plus léger, hein, Stéphanie, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est un petit peu plus léger. On va pas avoir bien sûr de nouvelles figurines, alors ça ne vous empêche pas de faire des conversions, bien entendu, mais ça va être vraiment centralisé sur Fabius Build. Alors, création de build, qu'est-ce qu'on a? Donc toile d'araignée, c'est tout ce qui est création de build, gagne l'aptitude. Donc si vous êtes apporté un pion de commandement, si une autre capacité, enfin toujours le même truc en fait pour ce contrôle de pion objectif. Ensuite, trait de légion, création de build. Si votre armée est réglementaire, tous les personnages, infanterie, motard, elbrouille d'un détachement, création de build, gagne le trait de légion ci-dessous. Et notez qu'en raison de la règle alliée obscure du codex Chaos Space Marine, Fabius Build lui-même, ainsi que les unités de Fallen, ne peuvent pas bénéficier du trait de légion amélioration expérimentale. Et donc, amélioration expérimentale, c'est ajouter 1 aux caractéristiques de mouvement et de force des figurines avec ce trait de légion. Et voilà, et ça c'est le gros boost en fait que vous allez pouvoir avoir. 1 en mouvement, c'est pas mal, ça peut changer des choses, ça peut réussir votre charge quand il vous manque justement le petit pouce qui vous manque. Et puis 1 en force aussi, c'est là où bien sûr ça va changer le plus de choses, parce que ça va être efficace tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc voilà, alors le fleuve de Bill, on le lira un petit peu plus tard. Dans une partie dédiée, par contre, on va regarder un peu ses caractéristiques. Donc il est accompagné du petit surgéron. Alors, 6 de mouvement, c'est 2+, quand même, c'était 3+, force 4, endurance 4. Je pense que techniquement, il aurait pu avoir au moins une endurance de 5, hein, vu qu'il est reconnu quand même pour... Puis même on le voit sur sa figurine, il est vraiment très grand. Ça me choque un peu cette endurance 4. J'aurais vraiment aimé l'endurance 5 pour être raccord avec la figurine, raccord avec la thématique d'amélioration. Point de vie 5, attaque 4, commandement 9 et sauvegarde 3+. Le petit acolyte, lui, 5+, pour toucher au corps à corps et au tir. Force 3, endurance 4. Là aussi, il aurait pu avoir 5. Hein. On peut imaginer que c'est sur lui qu'il teste en fait en premier en fait, ses améliorations. Point de vie 1, voilà, attaque 1. Donc figurine individuelle équipée du Xyclos, etc. On va regarder. Donc le Xyclos, portée 18, pistolet 3, force 2, plutôt assez faible, PA-2, dommage 2, et les attaques de cette arme blessent sur 2+, évidemment.
Donc bâton de tourment, force plus 1, PA-1, dommage D3, et quand on résout une attaque de cette arme contre une unité véhicule, elle a une capacité de dégâts de 1. Voilà, donc on sent un peu tout le côté empoisonné, hein, ce qui pouvait être le mot-clé empoisonné avant. Donc outil de surargent de l'acolyte, bon, force 3, PA-1, dommage 1, bon c'est histoire de dire, hein, avec une attaque en plus. Le chirurgeon, mêlée, force 4, PA-2, dommage 1, et quand le porteur combat, il peut faire 3 attaques supplémentaires avec cette arme. Comme il y a une bonne PA, c'est plutôt sympa. Grenade frag, grenade crack. Alors, bon, on reconnaît une autre paire de mains. Si Fabius Bill est accompagné par un surgérant acolyte, après avoir jeté le D3 pour l'aptitude guerrier améliorée, on va la voir après, vous pouvez ajouter ou soustraire 1 au résultat. Genre, si vous faites D3, et si vous faites un 3 peut être un résultat de 2 ou un 3. Donc en gros, ça va vous permettre de commuter une fois. Si un surgérant acolyte est détruit, il est ignoré par les tests de morale, évidemment. Et le chirurgien, quand Fabius Bill va perdre un point de vie, jetez un D6 sur un 5+, il ne le perd pas. Et en outre, au début de chacun de vos tours, Fabius Bill récupère D3 points de vie perdus. Comme il a que 5 points de vie, ça peut être quand même une petite capacité sympathique qui peut le faire... il peut le faire durer encore un tour de plus, et donc guerrier amélioré, voilà, à la fin de votre phase de mouvement. Vous choisissez une unité d'infanterie hérétique Astartes de votre armée, n'étant pas un personnage, et se trouvant à 6 pouces ou moins de cette unité, donc de Fabius, hein, et vous ne pouvez pas choisir une unité qui a déjà été affectée par cette aptitude à cette bataille. Donc ça veut dire quand même, il faut qu'il court un petit peu à gauche, à droite, hein, et dans ce cas, jetez un D6 sur un jet de 1, une figurine de l'unité est détruite, et ensuite jetez un D3 et consultez le tableau suivant. Donc 1 pour la force, 1 pour la caractéristique d'endurance et 1 pour les attaques. Et ça, c'est jusqu'à la fin de la bataille. Voilà. Donc du coup, on peut se retrouver avec des Space Marine Force 6 de base. Donc voilà, plutôt sympathique. Le coup en point, vous l'avez ici. Ensuite, vous avez 3 petits artefacts. Donc, tant qu'une figurine avec cette relique est sur le champ de bataille, vous pouvez jeter un D6 pour chaque point de commandement que vous dépensez. Sur un 5+, vous le récupérez. Bolt d'hypercroissance. Quand vous confiez cette relique à une figurine, choisissez un pistolet bolter Worm combiné, et dont la figurine est équipée. Quand une figurine avec cette relique tire avec l'arme, vous pouvez choisir de tirer un bolt d'hypercroissance. Dans ce cas, vous ne pouvez faire qu'une seule attaque avec l'arme, mais elle blesse toujours sur un 2+, et surtout, elle a une caractéristique de dégâts de 4 directement. Carapace vivante, au début de votre tour, une figurine avec cette relique récupère un point de vie perdu. De plus, quand on résout une attaque contre cette figurine, on ajoute 1 au jet de sauvegarde. C'est plutôt pas mal. Je pense que ça va avoir son utilité. Et puis on voit les stratagèmes. Donc utilisez ce stratagème à la phase de combat quand vous choisissez une unité création de Bill, donc sauf les chaos occultistes, pour combattre, jusqu'à la fin de phase quand on résout une attaque avec le profil d'arme de corps à corps d'une figurine de l'unité. Un jet de touche non modifié de 6 cause automatiquement une touche qui blesse sa cible. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est quelque chose qu'on avait eu là, c'était le perforant, hein, fut-il un temps très jadis. Donc voilà, sur un 6 pour toucher, pas besoin de blesser, vous faites directement une blessure. Et ensuite, visage monstrueux, utiliser stratagème au début d'une phase, on choisit une unité d'infanterie création de Bill, sauf les chaos occultistes, et jusqu'à la fin du tour, quand on résout une attaque d'une figurine ennemie à 6 pouces ou moins de l'unité, on soustrait 1 au jet de touche. Voilà, pour histoire de les protéger. Si en plus ils ont gagné un petit point d'endurance, ça peut rendre les choses un petit peu plus costaud. Voilà. Et puis, voilà, on est arrivé à la dernière page. Donc on n'a pas d'unité vraiment spéciale. Franchement, moi je vous avoue, hein, j'avais vraiment cru à un moment donné, il y a ça très longtemps, qu'ils allaient nous sortir des custodes du chaos, simplement, parce qu'on voit Fabius Bill en train de ponctionner les glandes progénites des custodes. Et c'est vrai que dans le fluff, c'est vraiment ça qui est intéressant. Les custodes sont sortis, du coup, Fabius peut aller justement faire ses petites expériences. Bon, bah voilà. Alors, dernière chose, on peut lire quand même la création suprême. Utilisez stratagème, choisissez une figurine personnage, création de Bill, de votre armée, n'étant pas Fabius Bill, il se teste pas sur lui-même. Et vous pouvez donner à la figurine choisie une des aptitudes ci-dessous. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a cobaye de premier choix, on ajoute 1 à la caractéristique de force et d'endurance de cette figurine, donc ce qui fera un force plus 2 avec le bonus de base de la faction. Ensuite, lignée du maître, ajoutez 1 au jet d'avance et de charge pour cette figurine. De plus, si cette figurine a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou a accompli une intervention héroïque, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque. Bon voilà, c'est toujours un petit bonus qui peut être sympathique. Physiologie vorace, quand cette figurine va perdre un point de vie, jetez un D6, sur un 6, elle ne le perd pas. Et à la fin de la phase de combat, cette figurine récupère des 3 points de vie perdus si une ou plusieurs figurines ennemies ont été détruites à 1 pouce ou moins de cette phase, d'elle à cette phase. Donc c'est même pas forcément par elle en plus, hein, donc voilà. Bon, et ben conclusion, c'est vrai que
j'attendais vraiment, je pensais vraiment que la compagnie de build, ça allait être vraiment quelque chose qui va vraiment représenter vraiment une façon de jouer. Ça me faisait penser en fait un petit peu à la liste égarée d'années qui était sortie avec l'œil de la terreur. C'était un supplément, je ne sais même plus à quelle version c'était, mais du coup, vraiment c'est quelque chose qu'après qu'on voyait beaucoup, qui ressortait beaucoup. Là, on a quand même le +1 en force. Et le +1 en mouvement, c'est quand même pas mal. C'est un petit bonus sympa. Donc voilà, à voir comment ça va jouer. C'est un petit peu dur d'analyser encore tout ça parce que tout va être assujetti en fait à la V9 directement. Bon, ça c'est déjà prévu pour la V9, mais comme on n'a pas encore toutes les règles, c'est un petit peu difficile de voir comment vont se jouer les parties et ce qui va vraiment changer dans 40 000. Voilà. Et bien en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Le petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous savez, l'objectif, passer à mi-temps sur la chaîne, donc vous avez toujours la petite cagnotte Tipeee pour m'aider. Voilà, et bien écoutez, on va se retrouver, je ne sais pas quand, mais bientôt pour la partie fluff, qui va être un peu plus intéressante pour l'avancée, parce que là, quelles que soient les choses, ça va vraiment avoir un impact sur la V9, voilà, entre autres. À bientôt.